Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de Global Progress. Alors Anne-Carine, finalement, quelles sont les conditions nécessaires pour ce fameux changement de système? Vous avez dit un mot-clé, le mot changement. Et c'est vrai que pour accéder à un changement profond, il faut ce qu'on appelle un niveau de maturité au changement. Je vois que les anglo-saxons parlent beaucoup de readiness for change. Et il faut vraiment que, parce que là on parle de l'humanité, soit en disposition de pouvoir accompagner ce changement et l'accueillir. Alors, le premier, c'est l'acceptation, c'est accepter qu'il y a un problème. Premier niveau, acceptation. Voilà, ne pas nier que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste pas normal et ne pas se réfugier dans le à quoi bon, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont là-dedans. Deuxième étape. L'ouverture d'esprit. Ok. C'est de se dire, à la limite, on peut accepter le fait qu'on n'ait pas la solution, mais c'est-à-dire qu'il y a une solution qui est possible. Si on revient en arrière, imaginez la première personne qui s'est dit, moi j'ai envie de voler dans le ciel. Là, quand il a dû en parler à ses voisins, les gens lui ont dit non mais t'es fou, c'est juste pas possible, quoi. Je veux dire, personne ne vole. Les avions ça n'existe pas à l'époque, l'être humain il n'est pas fait pour voler, il marche, etc., etc. Pourtant il y a quelqu'un qui était avec cet objectif en disant mais si ça doit quand même être possible, parce qu'il observait les oiseaux, parce qu'il disait mais déjà il était poussé par son rêve, et il s'est dit mais il doit y avoir un moyen de pouvoir voler. Et donc guidé par cette ouverture, et du coup je pense à la citation de, je crois que c'est Mark Twain qui a dit ça, parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ils ont réussi. Et en fait c'est exactement ça, c'est garder cette ouverture d'esprit, que ça reste possible. Et d'ailleurs, vous voyez, dans cette société, souvent on vous dit, mais l'objectif d'être heureux, finalement, c'est un peu un objectif naïf, mais tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas possible. Voilà, exactement. Or, qu'est-ce que l'humanité aurait fait sans ces utopistes? Pas grand-chose. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir être utopiste. Les évolutions majeures ont été faites par des utopistes. Exactement, sans nommer Léonard de Vinci et d'autres. Donc oui, il faut cette... Et l'utopiste, il a l'ouverture d'esprit parce qu'il sort des carcans, en fait. Donc ça, c'est la deuxième étape. Exactement. La troisième, c'est la détermination. C'est-à-dire que celui qui a décidé que c'était possible de voler et qui avait envie d'avoir cette sensation de voler dans le ciel, il n'a pas lâché l'affaire. Parce que si on lâche l'affaire, ça ne peut pas marcher. Si on s'arrête au premier obstacle, on ne va jamais plus loin. Donc il faut vraiment avoir la détermination de la flèche qui, coûte que coûte, atteindra sa cible. Quoi qu'il en coûte. La quatrième étape serait-elle? Ce serait le changement de pensée, le changement d'état d'esprit. Si vous considérez, on va dire, que vous vivez dans un écosystème et que du coup, les interactions que vous avez avec votre voisin ou avec les autres vont avoir un impact sur les uns les autres, du coup, vous allez prendre soin. Alors, je vais le mettre à l'échelle de la famille. Dans une famille, on sait que on vit ensemble et du coup, si on crée du conflit, de la chamaille, comme on dit, avec des membres de sa famille, on voit tout de suite les conséquences immédiates. Maintenant, si vous gardez cet état d'esprit, vous l'élargissez et vous voyez plus non comme une personne isolée où on est un peu dans le chacun pour soi, mais en disant si moi je suis bien et si je prends soin de moi, mais aussi je prends soin des autres et le bonheur de mon voisin fait que du coup tous ensemble on est heureux, ça change complètement votre façon d'interagir. C'est-à-dire que vous allez prendre soin. C'est que quand vous sortez votre poubelle, vous ne sortez pas juste votre poubelle et vous ne faites pas gaffe, vous la mettez sur le portail de votre voisin. Non, vous sortez votre poubelle et vous dites tiens, lui aussi il va sortir sa voiture, donc je vais faire gaffe à comment je vais positionner ma poubelle. Et il fera la même chose pour moi. Et tout ça, vous créez quelque chose de très vertueux. Donc le fait que de plus en plus de personnes acceptent la réalité qui est qu'on fait partie d'un écosystème et que les interactions qu'on a les uns avec les autres peuvent être vertueuses, ça va créer ce qu'on appelle une masse critique et qui va permettre à un moment donné un effet domino et le fait qu'on va pouvoir basculer dans une autre société et faciliter la mise en œuvre des changements. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on s'arrête à cette quatrième étape, qui est le fait que les gens changent cet état d'esprit, on nous rétorque souvent que c'est pas possible. Quand on voit la situation actuelle, en fait, les gens ils seront jamais prêts. Si on doit les attendre, on va jamais y arriver, quoi. Et oui, mais en fait, vous avez parlé de masse critique tout à l'heure. Oui. Et cette masse critique, en fait, c'est ça qui est déterminant en fait, dans l'histoire. Parce que, effectivement, les gens, à raison, peuvent dire mais attendez, vous êtes un peu timbré, là, de vouloir changer le monde comme ça, comment vous allez faire? La majorité des gens ne vous connaissent pas, ou vous êtes dans une situation, dans une utopie profonde,
Bon, bah, peut-être qu'un jour, ça, on espère pour vous que vos dessins pourront se réaliser un jour. Mais fondamentalement, en fait, quand on regarde comment fonctionnent aujourd'hui des projets aussi colossaux et comment les utopistes ont réussi petit à petit en fait, à faire que leurs projets en fait, voient le jour, c'est qu'il y a cette fameuse masse critique qui rentre toujours en ligne de compte. On a une théorie qui s'appelle la théorie du centième singe, c'est-à-dire que il suffit qu'il y ait une masse qui soit atteinte, c'est-à-dire une certaine quantité de population, et c'est pas forcément important, c'est-à-dire que ça peut représenter même 10% de la population mondiale qui soit vraiment dans un élan sincère de vouloir changer, d'accepter le changement et d'être dans cette ouverture d'esprit, qui colle justement à ces fameuses étapes dont vous avez parlé tout à l'heure, pour que en fait la chose puisse se faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir rallié 99% de la population pour que demain matin, en fait, eh ben, on puisse se lever avec les besoins fondamentaux qui sont couverts. Et c'est là aussi où finalement, en fait, on pourrait se dire qu'on part billet en tête à vouloir avoir un succès de quelque chose qui serait perdu d'avance, alors qu'en réalité, c'est gagné d'avance. Mais, du coup, vous parlez d'histoire de singe, mais c'est quoi cette histoire Alors, de singe? en fait, c'est pas des singeries, vous savez, ça n'a rien à voir. C'est cette fameuse théorie qu'on appelle la théorie du centième singe, qui correspond finalement à une expérimentation scientifique qui avait lieu sur des populations de primates, sur des îles. Et il y avait deux îles différentes en fait. Et puis, à chaque fois, c'est toujours des concours de circonstances qui font que ils nourrissaient en fait les populations de primates pour pouvoir les faire se rapprocher de la plage et pouvoir les observer. Et puis, en fait, ils leur jetaient je crois, des pommes de terre ou des patates douces, enfin, quel que soit en fait la tubercule en question, elle était en fait souvent en contact avec l'eau de mer. Et les primates, en fait, à un moment donné, ont évolué d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se comportaient toujours de la même manière et ils faisaient en fait la même chose sur une autre île. Et puis un jour, ils se sont aperçus qu'il y a des comportements de certains groupes qui faisaient partie de cette île qui ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient, finalement, ils prenaient leur petite patate, ils allaient la rincer dans l'eau de mer et après ils la croquaient. Et en fait, fondamentalement, ils avaient fait ça parce que bah, c'est d'ailleurs d'avoir trempé ça dans l'eau salée, ça a assaisonné en fait la pomme de terre. C'est génial en fait. Et il n'y avait qu'une petite partie du groupe qui faisait ça. Et petit à petit, en fait, ça se faisait. Et sur l'autre île, bah, ils continuaient à à enlever le sable sur la pomme de terre, et puis à la manger, et puis c'est tout roulé. Alors que sur l'autre, en fait, il y avait vraiment cette pratique qui commençait à être lancée. Et puis cette pratique, en fait, elle s'est lancée, elle s'est développée petit à petit sur la première île. Et sans raison, sans comprendre pourquoi, alors que ces deux îles étaient vraiment physiquement séparées. A priori, il n'y avait pas le fax qui était installé entre les deux îles pour savoir si les primates, alors comment ça s'est passé ton repas à midi? Non, ça s'est pas fait comme ça. Spontanément, à un moment donné, on parle du centième singe parce que, en fait, au niveau symbolique et puis peut-être factuellement, il y a une masse critique qui a été atteinte dans la première île sur cette pratique de tremper en fait cette pomme de terre, cette patate douce dans l'eau salée. Et ben ça s'est naturellement en fait répandu sans aucune raison dans la seconde île. Et en fait, quand on parle de cette fameuse théorie du centième singe, c'est de dire qu'à un moment donné, il y a une masse critique qui fait que, quoi qu'on veuille, quels que soient les moyens aujourd'hui de communication, naturellement, en fait, le changement s'opère. Au sein du même groupe. Au sein du même groupe, mais à des endroits qui sont différents. C'est-à-dire que, si vous voulez, la transmission d'informations, la transmission de la pratique, la prise de conscience se fait, en fait, dépasse les frontières. À la fois physique, intellectuelle, tout ce que vous voudrez, en fait, ça dépasse toutes les frontières, ça vient se manifester sur un groupe qui était séparé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu d'informations pour dire, bah tiens, c'est super de faire ça. Ça s'est fait spontanément. Et ça correspond à cette fameuse théorie du centième singe. Et nous, ce qu'on dit en fait par rapport à cette fameuse théorie du centième singe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la masse critique qui correspond à cette masse nécessaire pour que le basculement civilisationnel, le changement de paradigme puisse s'opérer, en fait, on est aux portes, on est à la limite finalement d'atteindre en fait cette masse critique. Les gens n'en discutent pas forcément entre eux parce que c'est vraiment une question de prise de conscience. Mais on voit aujourd'hui la dynamique qu'il y a, en fait, les échanges qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux à travers. C'est cette aspiration à avoir un changement, mais un véritable changement, et pas juste en fait de la pommade ou de la cosmétique sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un appel aujourd'hui, et cet appel, en fait, cette masse critique est quasi atteinte. Donc, nous, on est simplement en train d'accompagner finalement cette dynamique en montrant les possibilités et en parlant concrètement de comment on fait. Mais non, du coup, vous avez regardé dans votre mare de café ou comment Comment vous savez?
Mais en fait, je lis dans le mar de café tous les matins, mais en fait, j'ai pas réussi, je comprends pas, j'arrive pas à lire. Comment vous savez qu'on a presque atteint cette Mais masse critique? parce qu'on a un service de renseignement qui a une portée internationale. En fait, c'est vrai qu'effectivement, les gens, ça fait un peu film d'espionnage, mais pourtant, c'est une réalité. Ça correspond en fait au système organisationnel de Global Progress, qui est forcément une organisation non gouvernementale, mais qui a une portée internationale, qui a son propre service de renseignement, qui s'appuie aussi sur le service des renseignements de beaucoup de gouvernements aujourd'hui qui nous sont ralliés de manière inconditionnelle et qui nous permettent d'avoir accès à des informations qui ne sont pas accessibles à des personnes ou à des systèmes, on va dire, traditionnels. Donc, qu'est-ce qui réalise des études sociologiques? Études sociologiques, études comportementales, enfin ça va extrêmement loin parce que aujourd'hui le champ d'investigation est finalement colossal. Et quel type de données sont accessibles? Alors, c'est vrai que c'est un service de renseignement qui est digne des plus grands films parce que, en fait, ça fait des décennies qu'il y a une infiltration qui a été faite sur absolument toutes les strates. Donc, quand on dit Google c'est tout, ben forcément, en fait, nous, on sait tout de Google. Et puis, ça, c'est un début. Mais en fait, en termes d'outils qui sont à disposition, on a accès autant à des informations économiques, des informations démographiques, que des informations industrielles, des informations scientifiques. On a accès à toutes ces informations et ça fait des milliards de données et qui sont compilées pour justement avoir des profils qui nous permettent de savoir si on est dans les temps, si on est en avance, si on est en retard. Et aujourd'hui, en fait, avec les données qu'on a à disposition, on sait qu'on arrive en fait au seuil qui va nous permettre de pouvoir mettre en place ces nouveaux systèmes. Et ce qui explique aussi pourquoi on sort du bois maintenant. Exactement. En fait, on sort du bois maintenant. Pourquoi on a attendu autant de temps? C'est simplement qu'en fait, aujourd'hui, on est sorti du bois parce qu'il y a zéro risque et qu'on est certain du résultat.